Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 8h35 sur Sud Radio, soyez les bienvenus, 0826 300 300. Amis auditeurs, vous venez participer, vous venez discuter autour de la table avec Éric Revel et Elisabeth Lévy. Le grand débrief de cette matinale, ça a été évoqué à l'instant avec Jean-François Achilly et Éléonore Carrois, qui est la ministre déléguée en charge de la francophonie, de ce fameux dîner entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Ça y est, depuis plusieurs heures, c'est la polémique. Est-ce que la France aurait dû l'accueillir? Qui plus est, avec tout le grand tralala, et vas-y le jet d'eau, et vas-y le grand dîner, et vas-y le feu d'artifice. Alors Emmanuel Macron a rassuré, mais ça a beaucoup enthousiasmé le président américain. Il a rassuré, ce n'est pas un dîner de gala. Non, c'est juste un dîner pour célébrer la grande histoire entre la France et les États-Unis. Mais vous, Éric Revel, est-ce que vous trouvez ça choquant, indécent? Franchement, non. Franchement, non. Alors, je veux dire, en plus, Trump a expliqué qu'il aimait beaucoup Versailles, qu'il aimait beaucoup ce côté doré vrai, historique. Non, la seule chose que je... Doré vrai, c'est drôle. Bah oui. La seule chose que j'aurais conseillé de ne pas faire à Versailles, puisque le président Trump est content de son accord de paix avec l'Iran, c'est de ne pas signer à Versailles. Parce que le traité de Versailles, il faut se méfier. Oui, parfois, ça tourne mal historiquement. Je crois d'ailleurs qu'ils ont choisi Genève. Voilà. Pour le reste, non, mais écoutez, franchement. Je sais pas si, rappelez-vous comment on a reçu Kadhafi, c'était plus embarrassant, et d'ailleurs, il y avait peut-être, rappelez-vous, l'attente, etc. Et après tout, on a obtenu à ce moment-là des choses de Kadhafi, notamment qu'il arrête de financer le terrorisme. C'était plutôt utile. Donc bon, si ça valait bien une tente, Donald Trump est président des États-Unis, donc non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas qu'on l'invite à Versailles. En revanche, et d'ailleurs, comment dire, je pense pas qu'on est les pires dans cette affaire avec les Américains, parce que moi, nous, on a quand même une armée digne de ce nom, et moi, je suis très reconnaissante d'ailleurs à Emmanuel Macron de ça. C'est-à-dire, renforcer la défense, c'est ce qui d'avoir mis le pognon sur pour l'armée. moi, c'est ce qui restera de ces deux quinquennats. Il a augmenté le budget des armées, soutenu l'Ukraine, etc. Donc ça, là-dessus, je suis... Mais vous qui avez quand même un œil acéré sur l'actualité, l'un et l'autre, que ce soit vous, Éric Revel, ou vous, Elisabeth Lévy, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même, alors si ce n'est d'indécent, de choquant, de déplacé, quand on voit le contexte quand même dans lequel sont les Français, que ce soit économique, avec toujours ce prix à la pompe qui ne veut pas baisser, que ce soit d'un point de vue général, avec, on sait, un budget qui va être un enfer. Quand même quelques jours après le meurtre de cette petite Liana, où la France est quand même dans une atmosphère un peu singulière, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalement déplacé à voir un président accueillir un autre président sous l'ordre de la rue? Non, vous mais nous vraiment cherchez, c'est une question totalement populiste. Pas du tout populiste. Vous croyez... Moi, je pense à beaucoup de Français qui allumeront leur télévision et voir les coupes de champagne trinquer devant le salon de Versailles, ça peut choquer. Oui, à ce moment-là, supprimons tout à fait le champagne, parce que des raisons de pleurer, des raisons de ne pas être content, des raisons d'être inquiet, il y en a toujours. Donc, supprimons le champagne, vous allez beaucoup aider nos viticulteurs avec, je pense. Avec une telle critique. Non, mais franchement, ça, c'est vraiment démago. Vous croyez que tous les Français ont arrêté? Les Français, ils n'étaient pas en train de faire la fête hier? Bon, oui, dans des bars, entre amis, pour regarder un match de foot, pas au salon de Versailles. Et pourquoi vous leur dites pas que c'est indécent, après Liana, d'aller faire la fête dans les bars? Non, mais franchement, je vois pas le rapport. Bon. Et vous n'êtes pas connecté à la vraie vie, Elisabeth Lévy. Donc, si, justement, dans la vraie vie, bien sûr que les proches de Liana sont toujours dans la peine, bien sûr que la France est toujours émue, mais bon, la vie continue, c'est comme ça. Et je vous le dis, les gens ont fêté hier la victoire de la France contre le Sénégal, mais vous voyez, je suis très au courant, je suis très informé de ce qui s'est passé. Et voilà, heureusement. Vous étiez devant le match, vous, hier, non? Comment? Vous étiez devant le match, vous? Et alors, figurez-vous que c'est quand même un peu bête, car je suis allé voir la première mi-temps dans une école, en fait, une école formidable qui s'appelle Pierre Claver, et qui apprend la France aux réfugiés, à des réfugiés qui ont eu le statut. Donc, j'ai chanté la Marseillaise avec de jeunes Afghans, Syriens, etc. Ça, c'était marrant. Et comme je me lève tôt, je suis parti à la fin de la première mi-temps. Donc, si vous voulez, question spectacle, j'ai un peu... On a connu mieux. Voilà, j'ai un peu raté le truc. Éric Revel, question quoi? Populo, démago, le côté choquant par rapport à des Français qui pourraient dire et tout ça, c'est Nicolas Kippé? Franchement, Maxime, là, vous insistez, mais je vais vous faire à peu près la même réponse qu'Elisabeth. Il n'y a pas
beaucoup de moments où on peut se réjouir, disser l'image de la France. Voilà, le président des États-Unis a même dit qu'il partirait plus tard parce qu'il voulait, puisqu'il avait été invité, ce dîner à Versailles. C'est ce qu'il a dit, Donald Trump. Bon, écoutez, recevoir Donald Trump à Versailles dans un dîner... Est-ce que c'est ça qui rendrait du pouvoir d'achat aux 70 millions de Français que nous sommes? Non, faut arrêter. Bon, maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qu'ils se sont dit. Vous voyez, par exemple, parce qu'il y a des sujets très lourds à traiter. Je parle même pas de l'Iran. Je parle de l'IA, vous avez vu. Peut-être qu'au moment de lever les coupes de champagne, Emmanuel Macron a dit j'espère que tu vas pas me coller 100% de taxes sur les champagnes et le cognac qu'on boira à la fin. Et Trump a dû lui dire écoute, retire tes super taxes sur nos GAFAM. Super taxe limitée. Il aurait pu le priver de champagne à ce titre-là. Mais je vous propose... Il aurait pu lui faire payer la coupe de champagne avec les 100% de taxes que Trump veut mettre dessus. Mais moi, je vous propose d'aller écouter nos amis auditeurs au 0826 300 300 sur ce spectacle est-il choquant, est-ce démago populo? Eh bien, on va vérifier ça, évidemment, au standard avec vous. Pour commencer, Sandra, bonjour. Bonjour à tous les trois. Bonjour Sandra. D'être avec nous ce matin sur Sud Radio, ma chère Sandra. Comment vous regardez, vous, cette grande réception à Versailles signée Emmanuel Macron pour le président Donald Trump? Alors, il y a plusieurs faits. En fait, si j'ai entendu tout à l'heure la ministre qui disait que c'était un anniversaire aussi du lien qu'il peut avoir entre la France. Donc là, à ce titre-là, ça peut s'entendre. Après, si c'est sur une tentative de manipulation macronienne pour lui faire retirer les taxes, je suis pas sûre que Monsieur Trump se laisse emmener dans ce sujet-là. Surtout que régulièrement, il l'a humilié. Donc bon, c'est pas là-dessus. Après, moi, je suis pas choquée qu'un homme d'État soit reçu. C'est le président des États-Unis, qu'on l'aime ou pas, il représente le pays, ou le nôtre, qu'on l'aime ou pas. C'est notre président aussi, hein, donc il y a une retenue et puis un respect à avoir. Par contre, il s'est effectivement, pour obtenir de lui certaines choses, je suis pas sûre, parce que quand même Trump à plusieurs reprises a tenté d'emmener l'Europe en soutien du conflit Moyen-Orient, et je suis pas sûre qu'il ait apprécié de se retrouver seul, parce qu'en fait, le résultat n'est pas extraordinaire, on le voit bien. Oui, vous faites partie des gens, ma chère Sandra, des citoyens qui pensent que la fameuse méthode de la flagornerie n'est pas forcément la méthode à utiliser pour Donald Trump. Bah, il a les moyens de s'offrir suffisamment tout ce qu'il veut, sans que c'est pas malheureusement un président d'un pays pauvre, hein, c'est un président qui vit très bien et qui a pas besoin de ça. Et puis en plus, je suis pas sûre qu'il se laisse emmener. Il est tellement cash. Moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une sortie, d'un coup d'éclat de Trump, une petite vanne ou quelque chose comme ça pour rabattre le caquet à Monsieur Macron. Eh bien, écoutez, on ira voir ça demain matin. On verra si en effet il y a eu petite phrase, ma chère Sandra. On vérifiera ça demain dans la matinale. 0826 300 300. Après vous, ma chère Sandra, à qui je souhaite bien sûr une belle journée au frais si possible. Je me tourne vers vous, Cédric. Bonjour. Bonjour à vous. Et Trump-Macron, est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est indécent, ou le simple fait de l'évoquer, mon cher Cédric, c'est populiste? Alors, j'ai une idée complètement personnelle des propositions que vous m'avez données, parce que à l'heure qu'il est, j'ai un président qui est en visite, même pas officielle, puisqu'en fait, apparemment, c'est une visite plus ou moins privée. J'ai souvenir qu'on avait un général de Gaulle qui faisait un petit carnet et qui se permettait de ne pas, lorsqu'il y avait des visites privées, de ne pas les faire payer aux contribuables. Aujourd'hui, on va avoir à peu près l'équivalent de presque 200 000 euros de traiteur, à peu près, en boisson 50 000 euros. Le personnel temporaire, à peu près, tous les extras et tout ça, il y en a pour 100 000 euros. Il faut compter à peu près par invité 3 000 à 3 500 euros, sans compter les gardes du corps, toutes ces choses-là. Et qui c'est qui paye? Je suis Nicolas. Voilà, et je commence à en avoir assez. On paye ça, et j'avais un rendez-vous avec la sécurité sociale hier téléphonique à 11h45, et j'ai reçu le SMS de ce rendez-vous à 13h. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, donc là je suis scandalisé de voir qu'en fait Macron dilapide notre argent. Il faut pas oublier que s'il me coûte, Macron, c'est moi son employeur. C'est vous. C'est tous les citoyens. On est les employeurs de ces idiots qui sont à l'Assemblée nationale, et que lorsque j'ai regardé avant-hier ou il y a 4 jours, ils étaient une cinquantaine. Ils sont où les autres?
On les paye pour quoi faire? Donc Voilà. vous dites Donc, moi, vigilance dans sur la l'argent RE, public, pas surtout du quand tout. c'est pour faire un tel spectacle dans un tel contexte. Donc ça, on a bien entendu. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir passé ce coup de gueule. Oui, mais en juste parlant Cédric vrai, mon cher se Cédric. trompe. Le Belle journée. général de Gaulle Éric payait Revel. ses factures d'électricité à l'Élysée, mais évidemment qu'il payait pas les banquets d'État qu'il organisait pour recevoir des chefs d'État au nom de la France. Évidemment que non, ça n'a jamais existé. Oui, il payait ses factures d'électricité, mais il payait pas l'addition des banquets d'État qui étaient organisés sous la présidence du général de Gaulle. Moi, je me Elisabeth sentirais humilié qu'on reçoive mal un chef d'État étranger. On est la France. En tant que citoyenne, C'est une vitrine, Versailles est une vitrine, une sorte de quintessence de l'art de vivre français. Ça n'a rien à voir avec Macron. Et honnêtement, la comparaison, c'est comme quand on me dit, c'est parce qu'on aide l'Ukraine qu'on n'a pas de moyens pour la justice. Pardonnez-moi, moi je vous le dis tous les jours, on n'a pas de moyens pour la justice parce qu'on refuse de travailler plus longtemps et que c'est précisément Nicolas qui lui a 40 ans ou 50 ans et qui a peu de chance d'avoir une retraite rapide qui doit trimer pour que les gens aujourd'hui puissent partir à 62, 63. Donc voilà, tant qu'on n'acceptera pas que l'État social est obèse chez nous, on aura effectivement un état des finances publiques épouvantable. Je me dépêche, voilà. Donc, ça n'est vraiment pas... je sais pas ce qu'il a mangé, d'ailleurs. Mais c'est pas les huîtres qu'on a servi à monsieur Trump qui changent la donne. Qui vont miner le budget. 0826 300 300, c'était pour le volet international, bien sûr. Dans un instant, on va revenir sur un sujet qui devient excessivement politique. Bien sûr, l'affaire Liana. Il y a une question à la une du journal L'Opinion qui est intéressante ce matin. Faut-il serrer la vis à la justice avec cette proposition posée notamment sur la table par le candidat Édouard Philippe de renouer avec le pouvoir politique qui pourrait mettre d'une certaine manière un peu les mains dans le cambouis du pouvoir judiciaire en permettant au ministre de la Justice de donner certaines instructions personnellement à certains procureurs? Est-ce qu'il faut revenir à cette méthode? Est-ce que oui, le pouvoir politique doit d'une certaine manière un peu reprendre la main sur le pouvoir judiciaire si c'est un pouvoir? Débat dans un instant avec l'éditorialiste. Je vous préviens, Elisabeth Lévy m'a fait une moue. Ça promet. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 8h50 sur Sud Radio, suite du grand débrief de la matinale en compagnie d'Elisabeth Lévy, d'Éric Revel. On va se poser cette question à la une de quelques journaux ce matin, parce que les politiques s'en emparent de plus en plus avec l'affaire Liana. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a regretté qu'il ne puisse pas, en réalité, délivrer quelques instructions directement au procureur. Résultat, Bruno Retailleau, visiblement, si on en croit les informations du journal L'Opinion ce matin, qui se pose cette question, faut-il serrer la vis à la justice? Décidément, très belle allitération S. Mais Bruno Retailleau y réfléchirait. Édouard Philippe a déjà posé le problème sur la table également. Faut-il donc serrer la vis à la justice et permettre à nouveau au ministre de la Justice de donner directement des instructions au procureur, notamment mon cher Éric Revel? Moi, je suis assez dubitatif. Je vois bien, évidemment, l'émotion nationale qu'a soulevé le meurtre de la jeune Liana, bien qu'on n'ait pas encore, d'ailleurs, les résultats de l'autopsie. Bon. Mais, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresserait le plus pour essayer de mettre fin à ces dysfonctionnements, ces fiascos judiciaires, c'est que on est, à l'instar d'autres professions, des magistrats, alors le parquet le fait parfois, mais les magistrats du siège qui s'expliquent sur leur motivation et les peines qu'ils ont mises en place, qu'ils s'expliquent publiquement. Ça intéresserait à mon sens beaucoup plus les Français, parce que Elisabeth va peut-être le dire mieux que moi, mais mettre un peu plus de politique dans la justice et vous allez avoir tous les bras qui vont se lever, des magistrats, peut-être même des avocats, des procureurs qui vont dire mais vous touchez à notre sacro-sainte indépendance, la politique n'a rien à voir. Bon, alors qu'on sait quand même qu'il y a quand même parfois des liens politiques très forts, notamment avec les magistrats du parquet et de la politique. Elisabeth Lévy sur ce sujet. Très attention, quand on parle de l'indépendance de la justice, c'est pas un petit colifichet, c'est comme la présomption d'innocence. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 89, c'est évidemment dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est
au fondement de toutes les démocraties. Les juges qui jugent, ceux qui condamnent, ne sont pas asservis, ne sont pas contrôlés par le pouvoir politique, et ça semble assez normal, parce que sinon vous seriez à la merci de l'arbitraire. Ça, c'est très bien. En revanche, ce qui est problématique, c'est l'indépendance, non pas des juges du siège, c'est l'indépendance folle du parquet. Le parquet, c'est l'État, en réalité. Le parquet requiert au nom du peuple français, le parquet ordonne des investigations au nom du peuple français, désigne des juges d'instruction au nom du peuple français. En conséquence, il devrait être soumis au pouvoir politique. Alors, normalement, il l'est pour la politique générale, c'est-à-dire le ministre peut dire au procureur rassemblé, voilà, il faut faire attention aux crimes contre les enfants, ceci, cela. Bon, avec les effets que l'on sait, mais il ne peut pas dire dans l'affaire, par exemple, Liana, ou dans l'affaire de je ne sais pas quel crime, vous devez requérir tant, vous devez faire appel si le juge vous déboute. Éric a raison sur cette décision. Moi, je voudrais prendre un exemple qui me frappe. Levé de bouclier, notamment à droite, sur le jugement d'hier sur le périscolaire à Paris. Et il faut faire très attention. Moi, je ne prends pas les juges. Si je ne crois que les juges ont beaucoup de défauts, y compris idéologiques, mais je ne crois pas qu'ils soient complaisants avec les crimes contre les enfants. Ça, je ne le crois pas du tout. Donc, je pense en revanche que si ils ont relaxé le prévenu, c'est qu'il n'avait pas de preuves. Or, la demande qui est en train de monter dans une partie de la population et la demande de référendum sur la justice de Alexandre Jardin, ça m'inquiète beaucoup, parce que c'est quoi la demande? C'est principe de précaution. Puisqu'il s'agit d'enfants, dès que quelqu'un est accusé, on doit le foutre en tôle, l'écarter, etc. Attention, et je suis navré de vous le dire, nous n'avons pas d'autre choix que de condamner avec des preuves. Alors, vous pouvez écarter quelqu'un de l'éducation nationale. Vous pouvez, ça bien sûr, quelqu'un qui a été signalé plusieurs fois dans un collège, aucune loi ne vous oblige à le garder dans l'éducation nationale. À mon avis, Elisabeth, à mon avis, je partage ce que vous avez dit, mais à mon avis, l'exemple que vous avez pris n'illustre pas ce que vous venez de démontrer. Pourquoi? Parce que, en première instance, quelle a été la réquisition contre cette personne qui est accusée d'attouchement et d'agression sexuelle? 18 mois avec sursis. Ça, c'est ce qui avait été requis par les magistrats du parquet. Ce que on ne comprend pas, c'est que ensuite les magistrats du siège disent 0 peine. Donc, le citoyen que je suis ne comprend absolument pas. Mais oui, mais attendez, s'il est condamné à 18 mois avec sursis, c'est que les faits ont été établis. Non, à ce moment-là. Mais si les faits ont été établis, mon cher, il n'y a pas besoin de jugement. Le principe de l'audience, c'est précisément ça. Un procès, assise, Elisabeth. Un procès contradictoire et public. Ça, c'est vraiment la Déclaration des droits de l'homme. C'est le dur de la justice démocratique. Et s'il y a le parquet et le siège, c'est précisément, sinon, s'il y avait avec votre raisonnement, il suffit d'arrêter les procès aux réquisitions, il n'y a pas de défense, parce qu'après le réquisitoire, il y a la plaidoirie de la défense. C'est pas ça que je dis, Elisabeth. Les faits ne sont pas établis. Je dis, on ne peut pas passer de 18 mois avec sursis à rien. Voilà. On peut passer si le juge considère qu'il n'y avait pas de preuves, d'accord, si il considère que ce n'est pas établi, que les crimes ne sont pas, ou les délits, je ne sais plus de quoi il relevait, ne sont pas établis, c'est tout à fait normal, aussi douloureux cela soit pour les victimes, pour l'opinion publique, etc. C'est tout à fait normal qu'il relaxe. Je ne connais pas le dossier, donc je ne sais pas en l'occurrence, évidemment. Voilà. Mais vous ne pouvez certainement pas décider que le réquisitoire tient lieu de... Puisque le principe de l'accusation, c'est qu'elle accuse. Quand même, le principe de l'accusation, c'est qu'elle demande une peine. C'est que si le dossier est arrivé là, ils vont pas dire « Ah ben le dossier est vide ». Quand on requiert pour un crime sexuel enfant de la peine avec sursis, c'est qu'on n'a quand même pas grand-chose dans le dossier. Sinon, ils auraient requis du ferme. Mais en tout cas, ce sera un débat qui va certainement animer la présidentielle de façon solide dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Elisabeth Lévy, belle journée, merci beaucoup mon cher Éric Revel d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, suite du Grand Matin Sud Radio avec La Vérité en face. C'est Jean-François Aquili qui débarque et moi je vous dis avec plaisir dès demain matin 7h.